Bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons faire un point lecture et où je vais vous parler de 4 livres écrits par des femmes parce que oui, nous sommes sur la partie 2 de mes lectures pour Mars au féminin. Et on attaque tout de suite avec Une farouche liberté de Gisèle Halimi. C'est un livre que j'avais déjà lu en bande dessinée, que j'avais adoré. Et lorsque je me suis retrouvée en rade de liseuse dans le train, lorsque j'étais à Paris, il a fallu que je trouve quelque chose à lire et que ce soit quelque chose écrit par une femme. Et j'ai vu que j'avais téléchargé ce livre depuis très longtemps sans le lire. C'était l'occasion et franchement, ça a été une très très belle réussite. Alors, dans ce livre, qui est un livre d'entretien, mais qui se lit comme un roman tellement la vie de Gisèle Halimi est passionnante, la phrase d'ouverture c'est « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque », une phrase de René Char. Et je trouve que ça lui va tellement bien ce résumé. Cette phrase, on a l'impression qu'elle a été écrite pour elle, pour sa vie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que ça existe? Je ne sais pas, mais bon, Gisèle Halimi est une avocate, féministe, fervente défenseuse des libertés, du droit des femmes, qui a vraiment été une battante, une militante, une femme extrêmement intelligente, extrêmement brillante et une grande oratrice. Donc elle avait cette chance de cumuler le courage, l'intelligence, la connaissance, c'est quelqu'un qui a fait des brillantes études, et en plus elle avait une espèce de facilité oratoire, comme Simone Veil, ces femmes qui en imposent, et vraiment moi je n'ai qu'admiration pour ce type de femme et pour Gisèle Halimi. Alors Gisèle Halimi est franco-tunisienne et elle passe son enfance en Tunisie et elle en garde un souvenir très marquant et très désagréable parce qu'évidemment les femmes en Tunisie, mais même ailleurs j'ai envie de vous dire, sont déconsidérées. Et dès l'enfance, elle s'interroge sur pourquoi ses frères peuvent faire des études ou sortir ou faire ceci et cela et surtout ne feront jamais le ménage dans la maison et pourquoi c'est elle qui doit mettre le couvert, débarrasser la table et servir à table les hommes. Donc les hommes arrivent, s'assoient à table et les femmes les servent. Et ça, elle est toute petite et déjà ça la choque. Et à 10 ans, elle entame une grève de la faim pour dire à ses parents « Je ne suis pas d'accord pour faire tout le boulot pendant que les autres ils se prélassent. » Waouh! S'il y a bien quelqu'un qui a choisi son destin, c'est Gisèle Halimi. Donc elle s'est battue dans sa famille. Elle s'est battue pour venir en France faire des études. En 1948, elle devient avocate, après des études vraiment brillantes. Et à partir de là, s'engagent tous ses combats, toutes les batailles qu'elle a menées, aussi bien dans sa vie de femme, de soutien à la cause féministe, mais aussi dans sa vie d'avocate, parce qu'elle a défendu des femmes, elle a défendu des personnes de façon extrêmement brillante et courageuse. Et quand on lit les histoires, la façon dont elle a mené les procès, c'est juste passionnant. Alors, vous vous en doutez, elle participe au manifeste des 343 en même temps, enfin, alliée à Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fait partie de son parcours de vie. Simone Veil aussi. C'est assez intéressant de voir que ces 3 femmes, qui sont toutes les 3 très différentes, qui ont des valeurs politiques et philosophiques parfois très différentes, ont cette intelligence, cette force de se retrouver sur une cause, la cause des femmes. Et chacune à leur manière, chacune à leur niveau, font avancer les choses et le tout dans un respect de l'autre et une admiration de l'autre en se disant, Gisèle Halimi, elle se dit, Simone Veil, elle n'est pas comme moi, elle ne pense pas comme moi, mais dans la mesure où elle se bat pour les femmes, je n'ai qu'admiration pour elle. Et inversement, Simone Veil, qui venait pas du tout du même milieu que Gisèle Halimi, qui a une histoire extrêmement différente, elle avait beaucoup de respect pour Gisèle Halimi. Gisèle Halimi a eu aussi un engagement politique qui a été un vrai échec, à l'inverse de Simone Veil qui a eu un engagement politique et qui a, donc c'était sous Giscard, et donc plutôt marqué à droite, même si on lui a reproché parfois d'être trop centriste, voire même d'être à gauche. Comment dire, Simone Veil, elle avait l'art de prendre le meilleur des situations. À droite ou à gauche, elle s'en moquait un peu. Gisèle Halimi est plus marquée à gauche, mais sa politique a été un vrai échec. Elle a essayé de rentrer en politique, on l'a sollicité, et elle le dit elle-même, ça a été un échec. En tout cas, elle s'est jamais épanouie là-dedans. Et quand elle en parle dans son livre, on sent bien que c'était pas sa came. Sa came à elle, c'est vraiment la justice.
Ce qui est rigolo, c'est comme c'est un livre de souvenirs, elle donne aussi des informations sur sa vie personnelle. Et on découvre qu'avec son second mari, elle a eu 3 garçons. À l'image de Simone Veil, qui a eu aussi 3 garçons. Mais on a l'impression que Simone Veil s'est épanouie avec ses gars, là où Gisèle Halimi a regretté de ne pas avoir de fille. On sent qu'il y avait un besoin de transmission, de filiation féminine qui était assez fort chez Gisèle Halimi et assez touchant. Je le ressens totalement parce que moi, j'ai toujours voulu avoir une fille. C'était mon obsession. Et quand je suis tombée enceinte la première fois et qu'on m'a dit que c'était un garçon, il y a eu une partie de moi, alors moi j'étais hyper heureuse d'être enceinte, blablabla, c'est pas le souci, mais il y a une partie de moi qui a dit c'est pas une fille. Alors c'est terrible parce que j'adore mon gars, il est génial, aujourd'hui il a 16 ans et je le kiffe à mort. Mais quand je suis tombée enceinte la deuxième fois, je me suis dit c'est encore un mec, je vais faire la gueule. C'était une fille et je kiffe tellement d'avoir une fille. Donc je comprends ce qu'elle veut dire et oui, je comprends ses déceptions. Elle y parle aussi beaucoup de ses amitiés. Elle était très amie avec Jean-Paul Sartre, plus qu'avec Simone de Beauvoir, qu'elle trouvait un peu froide, un peu distante. Sans doute qu'elle l'était. Et elle était très amie avec Guy Bedos. Voilà. J'ai découvert d'ailleurs que c'était la marraine de Nicolas Bedos. Alors, info dont vous vous foutez, mais alors moi, Nicolas Bedos, j'ai un vrai problème avec ce mec, je ne l'aime pas du tout. Donc, comme quoi la psychologie humaine, j'ai eu un instant de jalousie de me dire « Oh, ce mec a la chance d'avoir Gisèle Halimi comme marraine, quoi !» Anecdote, on est d'accord. Et puis il y a plein de passages de ces combats, les procès, quand elle va demander comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le mot. Attendez. Ça y est, j'ai retrouvé. Quand elle demande une grâce au président et qu'elle a l'impression de se retrouver face à un monarque qui a droit de vie ou de mort sur ces sujets et qu'elle doit se battre pour qu'il l'entende et voilà. Et il y a des passages magnifiques où elle explique à quel point c'est compliqué, à quel point il faut se battre pour ce qu'on croit et elle se retrouve face à des hommes qui décident oui, non, je ne sais pas, pourquoi pas, à voir. C'est insupportable. Bref, à la lecture de ce livre, vous découvrez la femme, la mère, l'épouse, l'avocate, la militante, l'amie. Vous avez tout ça dans un livre qui est assez court, qui est très facile à lire. C'est un livre d'entretien, donc c'est questions-réponses. Alors c'est plutôt des questions avec des très très longues réponses. Mais ça se lit comme un roman. C'est fluide. C'est un personnage qui est tellement sympathique et qui a eu tellement de beaux combats que voilà. En tout cas, c'est vraiment une lecture que j'ai adorée. J'avais kiffé la BD, mais j'ai encore plus kiffé le livre parce qu'évidemment, il y a plus de choses. Voilà, donc si vous n'avez toujours pas lu ces histoires autour de Gisèle Halimi ou vous avez envie de découvrir ce personnage, je vous conseille fortement Une farouche liberté parce que c'est vachement bien. J'ai ensuite lu une bande dessinée. Une bande dessinée d'une femme, et pas de n'importe quelle femme. Là encore, j'avais envie de vous parler de ce destin féminin un peu atypique. Il s'agit de Clarisse Kremer, qui est une des rares femmes à avoir terminé le Vendée Globe. Alors, je ne suis pas du tout experte en voile. Hein. Moi, je ne suis pas née au bord de la mer. Hein. Moi, je suis dans le centre de la France. Donc, autant vous dire que voilà. Mais bon, donc, le Vendée Globe, c'est une course sans assistance, c'est-à-dire que vous partez, vous faites le tour des 3 caps et vous revenez. Et le tout sans aucune assistance, c'est-à-dire que vous devez en permanence vous débrouiller tout seul. Peu importe ce qui se passe, vous avez juste des balises en cas d'urgence. Si vous risquez votre vie, effectivement, vous lancez la balise et on vient vous récupérer. Mais sinon, vous êtes censé vous démerder tout seul. Waouh! Donc ça veut dire que vous passez des mois sur l'eau, seul, sans parler à personne, enfin s'ils ont quand même la radio, hein, mais sans vraiment avoir d'échanges au quotidien, à devoir dormir en vigilance totale, parce qu'on dort à n'importe quelle heure, on dort quand la mer est calme, à devoir choisir son chemin en fonction de tout un tas de trucs que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Et le tout pour revenir, faire le tour et revenir le plus vite possible et gagner la course. Ce truc est juste un truc de ma boule. Donc, aucune femme n'a jamais gagné ce Tour de France. Et peu l'ont terminé. Et Clarisse Kremer l'a fait. Et je suis d'autant plus admirative que ce n'est pas du tout quelqu'un du milieu de la voile. Je développe.
Donc cette BD s'appelle J'y vais mais j'ai peur, où on découvre l'histoire de cette femme. Donc elle est née à Paris, donc pas du tout dans un milieu de marin, pas au bord de la mer, mais elle passe ses vacances en Bretagne et elle rencontre un Breton et elle tombe amoureuse du dit Breton et elle commence à s'intéresser à la voile, mais donc pas dès sa prime jeunesse, c'est pas quelqu'un qui fait partie, c'est pas quelque chose qui fait partie de son ADN, c'est vraiment quelque chose qu'elle apprend à aimer, c'est quelque chose qui la capte. Et elle se dit qu'elle aime beaucoup ça. Petit à petit, elle fait des courses, la voile la passionne, et un beau jour, vous verrez comment, dans la BD, elle se retrouve à se lancer sur un Vendée Globe, à trouver un sponsor, parce que faut pas rêver, les entreprises, elles sponsorisent les bateaux, mais plutôt les bateaux de mecs, hein, pas les bateaux de filles. Donc vraiment, elle est... hyper badass, hyper warrior. Moi, j'ai été super admirative de son parcours. Alors, comment se constitue la BD? Alors, il y a deux parties bien distinctes dans la BD. Il y a la partie avant le Vendée Globe, donc de sa jeunesse jusqu'au moment où elle va partir. Et vous avez la deuxième partie qui est la partie de la course, la partie vraiment consacrée au Vendée Globe et comment elle va être sur son bateau. Alors c'est quand même quelqu'un qui passe 90 jours seul sur son bateau. Elle boucle la course en 87 jours, ce qui est franchement excellent. Alors c'est un récit qui est très auto-centré, hein, on parle quand même de quelqu'un qui parle d'elle-même, et ensuite qui parle d'une course, hein, la partie de la course occupe une partie plus importante que le reste, et vu qu'elle est toute seule, bah, elle parle d'elle, c'est totalement auto-centré, et en même temps j'ai adoré parce que c'est génial, parce que c'est bien raconté, parce qu'elle a un détachement vis-à-vis d'elle-même qui est très sympa. Il y a un moment donné, c'est toute une histoire vraie de toute façon, mais elle boit son thé dans son bateau, et elle se fait tomber le thé sur sa... Voilà, je ne vous fais pas le dessin, hein, mais voilà. Et elle raconte, elle dit, putain, je me suis brûlée là, voilà. Et donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de dérision, qui est prête à se moquer d'elle-même, alors même qu'elle a un talent et une intelligence de gueudin, quoi. Les images, enfin les dessins plus exactement, sont de Maud Bénézite, les dessins, je les ai beaucoup aimés. Je trouve qu'ils fonctionnent assez bien avec le récit de Clarisse Kremer. J'ai trouvé que ce qu'elle avait bien réussi à rendre, aussi bien dans son récit que dans les dessins, c'est les émotions. Les peurs, l'amour, les angoisses, les doutes, les questionnements. Tout était extrêmement bien rendu et ça m'a beaucoup touchée. Et surtout, ça parle de solitude. Et ça, c'est vraiment une thématique importante, c'est savoir gérer la solitude. On n'a pas tous les mêmes capacités, il y en a qui aiment la solitude, il y en a qui ne l'aiment pas et qui la vivent mal. Et j'ai trouvé que ça parlait de cette thématique, et c'est une thématique qui me passionne, notre rapport à la solitude, et donc devoir se retrouver face à soi-même. Et je trouve que la BD l'aborde avec beaucoup d'intelligence. Elle aborde aussi en filigrane, comme beaucoup de femmes, le syndrome de l'imposteur. Dans ce milieu d'hommes, hein, s'il y a bien un milieu d'hommes, c'est bien le milieu de marins, y compris de nos jours. Et elle a, comme beaucoup, le syndrome de l'imposteur. Mais elle s'en sort brillamment. Je pense qu'elle a un mental d'acier. Et en tout cas, elle arrive à se forger cette force de caractère assez impressionnante. Donc évidemment, à la lecture de cette BD, on ne peut qu'être impressionné par son parcours. Et si vous avez envie de découvrir ce beau destin féminin, là encore une histoire vraie, écoutez, et lisez cette bande dessinée, elle est quand même passionnante. On enchaîne avec un livre qui a été une catastrophe. Voilà. Donc j'avais lancé ma pile à lire pour Mars au féminin en vidéo. J'ai Elsa de Zaza dans le métro qui me dit « Oh, tu as mis les parts oubliées de Charlène Wilkerson. Moi aussi, j'ai super envie de le lire. » Je dis « Ah, génial, on va le lire ensemble. » Ça a été une profonde douleur. Ce qui est terrible, c'est que ce livre, moi j'y allais, et Elsa aussi, vraiment convaincue. C'est-à-dire qu'il trustait les meilleures ventes aux États-Unis, il était dans la liste des meilleures lectures de Barack Obama, et sur nos propres réseaux à nous, sur notre YouTube ou notre Instagram français, plein de gens l'avaient aimé. Et puis la thématique, tout était conjugué pour que ce livre nous plaise trop. Et on était prête à faire notre super lecture commune. Bon.
Pour ceux qui ont aimé ce livre, je m'excuse d'avance parce que vraiment, je n'ai pas du tout apprécié cette lecture. Déjà, quelle mère met au congélateur un gâteau et dit à ses enfants, dans 4, 5, 6 ans, lorsque vous aurez fini d'écouter toutes les cassettes et tous les dialogues que j'ai enregistrés pour vous expliquer tout ça, vous mangerez le gâteau et vous saurez pourquoi vous mangez le gâteau. Bon, on va partir du postulat un peu débile, parce que si on commence à tout analyser, on ne va pas y arriver. Mais quand même, ça nous a un peu titillé, cette histoire de gâteau congelé. Moi, ça ne me faisait pas du tout envie. Berk. C'est dommage parce que les personnages auraient pu être hyper intéressants. Il y a toute une construction autour de... Oh, je trouve pas mes mots. J'ai pas aimé, donc du coup, je vais avoir du mal à vous expliquer. C'est dur, Ok, je reprends. Déjà, j'ai trouvé que le récit était fouillis. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas bien écrit, que c'était le bazar, que effectivement, elle passait son temps à aller du présent à différentes époques en alternance, ce qu'on a lu dans plein de romans et qui ne pose pas de problème quand c'est bien fait. Là, je trouvais que c'était le bordel et que ça fonctionnait pas du tout. Bon, point négatif numéro 1. Point négatif numéro 2, le point commun entre tous ces personnages, c'est ces histoires de gâteaux et ces histoires de folklore. Pour moi, c'était trop léger, ça n'a pas suffi à me convaincre du lien entre tous ces personnages. Ça n'a pas fonctionné. Dans la description des aventures, des différents personnages, cette construction puzzle qui parfois dans certains romans est absolument géniale, ici m'a saoulée, j'ai trouvé que c'était artificiel, que ça ne fonctionnait pas. Et enfin, les personnages qui auraient pu être passionnants parce qu'ils ont des vies riches, parce qu'ils se retrouvent confrontés au racisme, aux grossesses non désirées, à l'abandon d'enfants, plein de sujets qui étaient passionnants. Et en fait, ça fonctionne pas. Pendant toute la lecture, je me suis ennuyée. Je n'arrivais pas à accrocher, je me foutais totalement de la destinée de certains personnages. Et la destinée de certains personnages m'intéressait, mais je trouvais que c'était tellement le bazar que j'avais qu'une envie, c'était que ça se termine. Résultat des courses, à un moment donné, j'ai dit je ne veux pas l'abandonner, c'est pour Mars au féminin, je vais aller jusqu'au bout. Mais j'avoue, je l'ai un peu terminé en diagonale à la fin parce que j'en avais ras-le-bol. Bref, je ne vais pas m'épiloguer 100 ans sur ce roman, ça ne sert à rien. Chez moi, ça n'a pas du tout fonctionné, je n'ai pas apprécié. Voilà, roman suivant. Et le livre suivant, c'est Nous traverserons les orages d'Anne-Laure Bondou, qui n'était encore pas dans ma pile à lire de Mars au féminin. Pas plus que n'était la BD de Clarisse Kramer, pas plus que n'était le texte de Gisèle Halimi. Voilà, la fille qui ne suit pas du tout ce qu'elle a dit. Le seul qui y était, c'était celui dont je viens vous parler et que j'ai détesté. Mais c'est pas grave, le principal c'est de lire des femmes. Et celui-ci, je me suis jetée dessus parce que j'aime beaucoup Anne-Laure Bondou et j'avais envie de lire son dernier qui s'appelle Nous traverserons les orages. Anne-Laure Bondou, j'ai lu plein de livres d'elle, mais vraiment beaucoup. Je pense que j'en ai lu vraiment, peut-être pas tous, il faudrait que je vérifie, mais pas loin. Alors Anne-Laure Bondou est une autrice à la base plutôt jeunesse, c'est par là que je l'ai découvert. Moi, ma porte d'entrée, ça a été un roman qu'aujourd'hui encore je considère comme magnifique et que je conseille régulièrement. Si un jour vous avez envie de lire une petite beauté, une petite merveille, une petite pépite d'intelligence, de beauté et d'humanité, vous lisez Les larmes de l'assassin d'Anne-Laure Bondou, qui à ce jour reste son chef-d'œuvre. Merde, j'ai tapé le micro. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai lu chez elle des livres vraiment très très bien. Mais celui-ci... Anne-Laure Bondou, moi je l'ai reçue il y a quelques années, et elle m'avait expliqué qu'elle avait vendu les droits de son livre pour faire une adaptation en dessin animé qui n'a jamais été faite. Tous les ans, ils lui envoient son chèque pour garder les droits, mais ils ne le font pas. Et c'est tellement dommage. Ce livre est magnifique. Donc vraiment, écoutez-moi. Un week-end, prenez ce livre. Il est assez court, ça reste un roman jeunesse, et lisez-le. C'est trop beau. Alors, qu'est-ce que j'ai lu d'autre d'elle? Parce que du coup, j'ai fait ma petite liste. J'ai lu Valentine ou La Belle Saison, que je n'ai pas trop aimé. J'ai lu, Tant que nous sommes vivants. Celui-ci, je l'ai adoré. C'est un roman incroyable, totalement hors code, totalement... Je n'avais jamais rien lu de pareil. C'est une sorte de conte avec des êtres qui n'existent pas. Enfin, c'est pas du tout ce qu'elle fait d'habitude, puisque c'est quelqu'un qui est plutôt ancré dans une forme de réalisme. Et là,
Mais ce roman est génial. Donc vraiment, tant que nous sommes vivants, gros coup de cœur. Moi, je l'avais reçu à l'époque où elle avait écrit Et je danse aussi, à quatre mains avec Mourleva. Donc, Mourleva, grand auteur jeunesse. Et franchement, pour son premier roman adulte avec Mourleva, c'était plutôt sympa. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier épisode de ses aventures. Parce qu'en fait, il y avait eu la suite, que ça s'appelait Oh Happy Day. Et franchement, ça m'avait beaucoup moins convaincue. J'ai lu aussi L'Aube sera grandiose, qui était une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé L'Aube sera grandiose. Voilà. Donc je vous dirais à lire absolument Les larmes de l'assassin et Tant que nous sommes vivants. Vraiment, ces deux-là à lire absolument. Vous pouvez aussi lire, franchement, ils sont bien, L'Aube sera grandiose et Je danse aussi. Voilà. Les autres, franchement, un petit peu moins, voilà. Donc j'ai attaqué, Nous traverserons les orages, assez convaincue quand même, d'autant que ma collègue qui me l'a filé l'avait beaucoup aimé. Donc je me suis lancée joyeusement dans ce dernier roman d'Anne-Laure Bontou. Alors nous suivons une génération, pas du tout, une histoire de génération d'hommes. Alors ça s'appelle la famille Balaguer. Balaguer, hein. Et on va suivre toute leur histoire familiale, de père en fils, d'enfant en enfant, sur des générations. Et au travers, en filigrane, bien sûr, on suit l'histoire de la France. Alors, bien sûr, il y a des personnages féminins présents, mais ce sont essentiellement des histoires d'hommes et de guerre. Parce que on va être sur le XXe siècle français. Donc, qui dit XXe siècle dit quand même deux guerres mondiales et pas mal d'autres conflits. Donc on va suivre tout ça jusqu'aux années SIDA, voilà, c'est vraiment, on part de avant la Première Guerre mondiale et on arrive jusqu'à dans les années 90. Donc on a vraiment le XXe siècle sous un microscope à travers cette famille Balaguer. D'ailleurs, oui, Balaguer, hein, plus j'y pense et plus je me dis que c'est pas un hasard, hein, Balaguer, on Balaguer, on... Bref, je vous laisse juger. Alors l'histoire débute dans une ferme dans le Morvan en 1914, donc on est vraiment à l'aube de la Première Guerre mondiale, et on va suivre le destin d'un homme et de ses deux fils. Et il y aura les générations d'après, la génération d'après, la génération d'après, et on récupère la dernière génération 100 ans plus tard, voilà, donc un siècle entier. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est fluide. L'histoire est fluide. C'est Anne-Laure Bontou, hein, elle écrit vraiment... Elle a une écriture qui est qualitative, mais qui est facile à lire parce que ça reste des romans pour la jeunesse. Et j'ai trouvé que c'était quand même... Voilà, si vous avez des ados, ça permet d'avoir une lecture de l'histoire du XXe siècle qui est vachement bien parce qu'elle reprend tous les éléments principaux, mais en même temps elle les humanise parce qu'on les voit à travers les yeux de l'aventure de cette famille. L'inconvénient que moi j'ai trouvé en tant qu'adulte, c'est que j'ai trouvé que justement que c'était très scolaire. Elle a dit alors, qu'est-ce qui se passe au XXe siècle? Et tac, 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 tac. Vous voyez, tout y passe et ça m'a paru un peu artificiel. Presque un peu facile. Elle que j'ai connue parfois sur des textes où elle a osé des choses qui étaient vraiment pas faciles, là j'ai trouvé que c'était un peu facile de tout reprendre ces éléments, de n'en louper aucun. On avait l'impression qu'elle cochait des cases. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, les années 60 c'est fait, les nananas, le sida c'est fait, le truc c'est fait, le mur de Berlin c'est fait. Oh, j'étais là, oh, stop, c'est trop. Voilà, c'est trop. Et en même temps, je me dis, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, je lis ce roman, bah, je peux potentiellement apprendre des choses, c'est bien écrit, c'est plutôt passionnant. Et j'ai bien vu autour de moi que mes collègues qui l'ont lu ont beaucoup aimé. Je pense que si j'ai pas trop aimé, c'est parce que je lis trop d'adultes. Ça fait très longtemps que je ne lis plus de jeunesse. Et du coup, bah, forcément, face à certains romans adultes que j'ai lus, ça fait pas le poids. Et puis dans l'écriture aussi, dans la construction narrative, c'est très jeunesse. C'est des chapitres courts, les points de vue sont simples à comprendre, le suivi narratif est simple à comprendre. Il y a pas de choses trap, hein, il n'y a pas de it's a trap. Non, c'est vraiment hyper. Ça se déroule. C'est un tapis qui se déroule devant vous et vous ne risquez pas de vous prendre les pieds dedans. Vraiment, c'est une ligne droite.
Pourtant, enfin, le roman choral fonctionne plutôt bien d'habitude sur moi, mais là... alors j'ai noté, d'ailleurs j'avais fait la liste de tous les sujets qu'elle abordait. Donc la guerre, le nazisme, la vie de paysan, l'adultère, l'Algérie, l'homosexualité, la découverte du sida, le féminisme, mai 68, Tchernobyl, le 11 septembre. Elle a coché toutes les cases. Mais en parallèle, ces personnages sont bien construits, ils sont beaux, ils sont attachants pour certains, détestables pour d'autres. Oui, c'est manichéen, mais lorsqu'on lit un roman jeunesse, on sait que ça va être un peu manichéen. Et parfois, pour autant, c'est un peu subtil. Je pense que si vraiment je suis passée à côté de ce roman, c'est juste que je l'ai trouvé trop jeunesse. Voilà, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu moins facile, d'un peu moins caricatural dans la construction historique et narrative. Voilà, donc ça m'a déçue. Mais c'était peut-être juste mon attente qui était déçue. Ça n'empêche pas les qualités du roman. Mais moi, si je le compare au roman de John Boyne ou d'autres romans que j'ai lus et qui, pareil, parcouraient tout le XXe siècle, on n'est pas au même niveau. Mais c'est normal, l'un s'adresse aux adultes et l'autre à la jeunesse. Voilà, c'était juste que moi, là, j'ai pris un mauvais chemin et du coup, ça m'a un petit peu déçue. Voilà, c'est pas un roman que je conseillerais. Et pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le liraient et qui adoreraient. Parce que ça se lit bien, c'est facile, et quand on a envie d'une lecture un peu détente, un peu plagesque, je ne sais pas si ce mot existe, mais nous allons l'inventer aujourd'hui, et ben c'est parfait. Voilà. Donc, si vous êtes comme moi, que vous aimez vraiment les romans adultes et les histoires un peu fortes, construites, nanana, peut-être pas. Si par contre vous êtes habitué à lire de la littérature jeunesse, que vous aimez ça, que vous aimez le côté historique, etc., et que vous aimez beaucoup Anne-Laure Bondou, eh bien lisez-le. Je pense que là-dessus, je n'aurai pas d'avis tranché, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Mais de toute façon, sachez que c'est une autrice que j'aime beaucoup, et il y en a certains, comme je vous l'ai dit en début de chronique, qui méritent mais vraiment qu'on s'y intéresse. Voilà, ouf. Merci beaucoup, n'oubliez pas de liker, de commenter, de me dire si vous avez lu ces romans, si vous les avez aimés, ces romans. Il n'y en avait qu'un seul. Non, il y en avait deux. Il y a une BD, un récit et 2 romans. Voilà, est-ce que vous avez eu les mêmes ressentis que moi ou au contraire, est-ce que ce que je dis vous semble foufou parce que vous n'avez pas du tout ressenti ça? Eh bien, je vous écoute. Est-ce que je vous ai donné envie de découvrir ces textes ou cette BD? Dites-le moi. En attendant, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Ciao!